programme de cette édition du 5 mai 2009, le Festival international du camembert aura lieu ce samedi à Londres. Plus de 100 fromagers normands sont attendus, mais la sécurité a dû être renforcée suite à de nombreuses menaces d'intégristes coulommiéristes. Prépare les missiles! J'obéis! Qu'est-ce que c'est? Expliquez! Le Tardis! Alerte! Je vous ai manqué? Exterminé! Vous êtes immortel maintenant? J'ai déjà commencé à me régénérer. Les effets sont pas toujours clairement définis. C'est pratique ça. Pas le temps de pointer les faiblesses du scénario, on doit trouver l'empereur. Docteur! Quand on parle des faiblesses du scénario... Empereur des Daleks, votre plan s'arrête maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter, docteur! Si je peux. Non, vous ne pouvez pas! Si je peux. Non! Si, je vais vous baffer. Pardon. Pardon! Et d'ailleurs, c'est quoi votre plan? Je comprends pas en quoi vendre Doctor Who à Disney pour causer la montée du fascisme vous intéresse. Nous ne sommes pas des fascistes! Nous sommes des Daleks! Vous êtes le fascisme. Nous sommes juste patriotes! On n'est plus chez nous dans cet univers! Ah oui, c'est les mêmes qu'à la maison. Répondez à notre question. Quel est votre plan? Une nation! Un peuple! Un empereur! Oui, non, ça c'est le truc habituel. Spécifiquement, c'est quoi le plan? Je ne peux pas vous le dire! Pardon? Je ne peux pas vous le dire! J'avais compris, j'ai juste pas l'habitude qu'un méchant refuse de m'expliquer son plan. Si je parle, il me tuera! L'empereur des Daleks a peur de quelqu'un? Ça vous surprend. Pourtant, c'est l'allégorie de la xénophobie, ils ont peur de tout ce qui est différent. Et soit. Oh non! J'en ai déjà trop dit! Quoi? Il a activé l'autodestruction de la flotte Dalek! Mais c'est qui ce il? Vous ne pourrez jamais l'arrêter! Personne ne le peut! Crotte de bique, au Tardis! Non, c'est pas passé loin. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va suivre la même piste qu'on suit depuis le début. Finalement, le 10e Docteur monte dans son Tardis, nous fait ses adieux déchirants sur une musique de Murray Gold, puis perd la vie, marquant la fin de Doctor Who. La fin de l'ère Russell T Davies. Car la série reprendra en 2010 avec un nouveau showrunner connu pour avoir écrit certains des meilleurs épisodes des 4 dernières saisons et pour avoir créé la série Sherlock avec Bérénice Cornichon. Steven Moffat prend la tête de la série et tout va changer d'un coup. Nouveau Tardis, nouveau tournevis sonique, nouvelle compagne et surtout, nouveau Docteur. Le plus jeune interprète de l'histoire de la série devient le 11e Docteur, l'homme au menton gigantesque et aux sourcils qui ne le sont vraiment pas, j'ai nommé Matt Smith. Qu'est-ce que... Philippe Lachaud dans la version ORTF. Vous êtes fermé là et continuez votre vidéo. Du coup, j'ai le droit de parler ou pas? Ok. Matt Smith se retrouve donc dans une situation pas évidente. En effet, il doit prendre le relais du docteur le plus populaire depuis Tom Baker, tout en portant la série à l'étranger, forte de son succès en dehors du Royaume-Uni. Le tout pour un jeune premier d'à peine 26 ans, accompagné d'une Karen Gillan qui est encore en pleine formation d'actrice. Pour tous les deux, c'est le baptême du feu. Le producteur Steven Moffat décide quant à lui de changer l'ambiance de la série. Doctor Who ne doit plus être une série de science-fiction au sous-texte politique et social fort, c'est désormais un conte de fées. Ce qui ne veut pas dire que la série se débarrasse des messages politiques qu'elle a toujours portés. Mais là où Russell T Davies n'hésitait pas à inclure de façon très peu transparente des critiques du monde politique britannique, les conservateurs sont des gros aliens qui puent et qui pètent et qui seraient prêts à détruire la planète pour se faire du profit! Moffat est plus réservé. Il faut dire qu'il est nettement moins engagé politiquement que le très véhément Davies. Il dira notamment « Doctor Who doit aussi plaire à ceux qui ont voté pour le Brexit ». Aliens qui pètent!
Fun fact, c'est le premier showrunner hétéro de Doctor Who depuis 1980. On peut pas parler de la série sans mentionner son rôle important dans la culture queer, et ce depuis son tout premier épisode en 1963, réalisé par un homme gay. D'ailleurs, Patrick Troughton et Fraser Hines, le second docteur et son compagnon Jamie McCrimmon, avaient pris l'habitude de se tenir la main devant la caméra dès qu'on ne les surveillait pas, pour sous-entendre que la relation entre les deux personnages était plus que platonique. Et tout ça devait évidemment avoir lieu sous le feu des radars, puisque l'homosexualité était illégale au Royaume-Uni dans les années 60. On peut aussi parler du couple maître-docteur, qui est un sujet de discussion privilégié aussi bien parmi les fans que chez les auteurs de la série depuis les années 70, au point où dans l'ère moderne, il est tacitement admis qu'au-delà d'une relation d'amis d'enfance, ce sont d'anciens amants, ce qui expliquerait l'animosité du maître envers les compagnes du docteur par jalousie. Does he still have that rubbish beard? No beard this time. Well, a wife. Alors c'est super marrant parce que en fait en anglais beard c'est un mot d'argot qui peut aussi vouloir dire la femme d'un homme gay qui lui sert d'alibi. Donc le maître il a plus de barbe mais il a une femme. C'est très drôle si on connaît la culture queer britannique. Et en parlant de fans, Moffat en est un depuis très longtemps. Le genre de fans qui ont des tonnes de théories sur la série. Et comme il se retrouve à la diriger, comme on dit les fous prennent la direction de l'asile, et ben il va intégrer dans l'histoire ses théories personnelles. Son ère se traduit alors par de nombreux mystères annoncés, notamment au sujet du nom du docteur, mais aussi de son rôle dans l'univers. Moffat est celui qui cristallise l'idée que le docteur est la personne la plus importante de sa réalité, à force d'avoir voyagé à travers le temps et l'espace pendant des millénaires. On s'éloigne du caractère de scientifique vagabond en quête d'aventure et on se rapproche d'une figure messianique, divine et légendaire à travers les galaxies et les époques. Moffat est surtout connu pour ses grandes idées ambitieuses. Il emmène la série vers de nouveaux sommets dans l'épique, mais aussi le dramatique et l'émotion. Toutefois, si ces épisodes de l'ère Davis contenaient déjà les limites de son style, elles ressortiront beaucoup plus durant son mandat à la tête de la série. Moffat est très bon pour créer des mystères et de la tension, mais beaucoup moins en ce qui concerne les résolutions. Une critique commune de ces épisodes, c'est qu'ils finissent un peu en queue de poisson. Il a aussi une tendance à beaucoup exploiter les mécanismes du voyage dans le temps, des paradoxes, des boucles temporelles, ce que Doctor Who avait tendance à survoler auparavant, ne se servant du voyage dans le temps que comme prétexte pour passer d'un épisode à l'autre. Parmi les autres critiques qu'on lui fera, on déplorera son écriture des personnages féminins qui ne peuvent pas être fortes sans être sexualisés, son obsession pour le fait de ne pas tuer ses personnages, et son habitude à créer des mystères sans avoir vraiment réfléchi à leurs réponses. Mais malgré ça, le 11e Docteur possède certains des meilleurs épisodes de toute la série, avec un arc de la saison 5 qui compte parmi les mieux construits, ainsi qu'une ribambelle de personnages plus iconiques les uns que les autres. Pour beaucoup de fans, c'est leur période préférée, et ça se voit à l'explosion de la popularité de la série entre 2010 et 2013, notamment à l'étranger. Si l'ère Tennant avait amorcé cette conquête, c'est sous le drapeau de Smith qu'elle va vraiment se faire. D'ailleurs, le premier épisode qui m'a donné envie personnellement de regarder Doctor Who, c'est l'épisode de Noël de la saison 5, sur lequel je suis tombé par hasard un jour sur France 4. Merci France 4. Il est indéniable que le défi a été relevé. Malgré les défauts d'écriture de Moffat, l'inexpérience des interprètes, un revirement plus loin des racines de la série, tous les risques pris ont payé. Notamment avec Matt Smith, dont le talent brillera de par sa capacité à jouer un très vieil alien dans le corps d'un jeune homme. Le point culminant de cette ère sera le 50e anniversaire de la série, pour lequel David Tennant revient donner la réplique à son successeur dans un grand épisode spécial qui sera diffusé internationalement au cinéma, sauf en France. On y retrouve tous les moffatismes, du paradoxe temporel, des blagues douteuses, le retour d'un monstre des années 70, une théorie de fans confirmée, et tout le monde est sauvé à la fin. Malgré ça, c'est une célébration épique et passionnée des 50 dernières années, et même des années qui suivront. Quelques mois plus tard, dans l'épisode de Noël, Matt Smith fait ses adieux à sa nouvelle compagne, Clara, jouée par Jenna Coleman, et éternue en Peter Capaldi. Préparez-vous pour celui-là ? À la Chabat. Non. Je sais. Après deux beaux jeunes hommes, le choix d'un acteur plus mûr, jouant un docteur plus antipathique, va tristement impacter la popularité de la série. C'est à partir de là qu'on note une baisse des audiences dont elle aura du mal à se remettre. Ce qui est très dommage parce qu'en dehors d'une saison 8 assez brouillon, avec un docteur et une Clara qui se cherchent, l'ère du 12e docteur est une véritable pépite. Conscient des nombreuses critiques qui lui ont été faites, Moffat ajuste le tir et corrige beaucoup de ses défauts. Il revient à une approche moins grandiloquente et plus sociale, avec des messages politiques forts, même si parfois très consensuels. On vous a jamais dit que la guerre c'était mal ? Je vais vous dire c'est quoi la guerre ? La guerre c'est ce que font les méchants et la violence c'est toujours mal. On n'a jamais rien réglé par la violence. Quand on est opprimé on doit pas se battre. On doit débattre poliment avec nos oppresseurs même s'ils nous tirent dessus. Faire des révolutions c'est pas gentil. Parce que vos oppresseurs, ils ont un cœur aussi. Et parfois ils sont tristes. Alors il faut jamais se battre. Suffit de discuter, mais si vous luttez pour vos droits, vous êtes comme ceux qui abusent de vous tous les jours et c'est pas gentil d'être méchant.
Mais on sent que l'ombre du Brexit plane derrière les rideaux. Et s'il a toujours du mal à donner des conclusions satisfaisantes à ses doubles épisodes, certaines premières parties sont de véritables home runs. Heaven Sent, l'avant-dernier épisode de la saison 9, est par exemple considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de Doctor Who, tout air confondu. Quant au 12e Docteur, il s'adoucit rapidement pour prendre le rôle d'un grand-père rock'n'roll au sale caractère mais aux deux grands cœurs, ce qui le rend terriblement attachant. Et personnellement, malgré une forte affection pour les 3e et 10e Docteurs, ça en fait, à mes yeux, la meilleure incarnation du personnage. Et du coup, c'est très frustrant de discuter avec des gens qui ont arrêté la série avant ou au début de son ère, parce que vous loupez le best! En réponse aux nombreuses critiques sur les compagnes sexualisées et dont la vie entière tourne autour d'un homme, Moffat nous fera rencontrer Bill, une jeune étudiante ouvertement gay qui voyage avec le docteur sans ambiguïté, qui a ses propres romances, créant une dynamique qui renforce encore plus le côté grand-père cool de notre personnage principal. Et en plus, il y a Nardole. Je ne peux rien dire sur Nardole. Nardole se suffit à lui-même. Nardole est la réponse. Loué soit Nardole. Mais comme je disais, malheureusement, la série perd en audience et beaucoup de gens sont passés à côté de ce que Doctor Who avait de meilleur à offrir. Ainsi, la BBC se retrouve dans une situation compliquée puisque les budgets de la série, toujours plus ambitieuses, deviennent de plus en plus difficiles à assumer. D'autant que Moffat prépare son départ après 12 ans de loyaux services, dont 7 en tant que showrunner. Il faut donc choisir entre donner un nouveau départ à la série ou bien la remettre au placard. Ok, ce coup-ci je suis prêt. Moffat rempile malgré tout pour un épisode de Noël faisant revenir le premier Docteur, cette fois-ci interprété par David Bradley qui avait joué dans un biopic sur William Hartnell quelques années auparavant, et finalement, le 12e Docteur refuse de se régénérer. C'est la fin de Doctor Who. Vous êtes pas obligé de vous retenir. Un peu comme s'est terminé l'Union Européenne lorsque le grand inquisiteur Boris Johnson a envahi notre continent pour nous libérer des wokistos camembéristes. Je vois que vous avez envie de le faire. Gloire au conglomérat anglo-saxon! Mort aux bolcheviks normands! Loué soit Walt Disney! Quoi? Ce n'est pas encore fini, il reste un épisode de Doctor Who, la conclusion de cette série épique. Merci à ceux qui la suivent et merci au soutien de la chaîne sans qui cette série ne serait pas possible. Un énorme merci à Morgane Grinco, Pouillou, Arnaud, Billy Radium, Laetitia Fenton, Ewan R, le maître Jolie Pran, Paul Lupus, Eddie Rockper, Famille Langignon, Elayan, Manuel, Aegolius, Pierre Le Gaulois, Kevin Delamure, Emma Naïm, Marc Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondil, Patatart et Super Jésus 2. Respirez, c'est surcoté.